Le contexte économique national. Prévision de croissance pour 2020. La loi de finances 2020 a fixé un taux de croissance de plus 1,3 pour 2020. Depuis la crise sanitaire a bouleversé toutes ces prévisions, puisque le taux tournera autour. Alors on avait marqué moins 8, mais depuis la semaine dernière ça a évolué, puisqu'on parle de moins 11 à aujourd'hui. Il est encore trop tôt pour parler de la reprise et surtout sous quelle forme elle s'établira. Le taux de croissance révisé a été pour 2019 à 1,3%. Un niveau inférieur aux prévisions de la loi de finances 2019 qui prévoyait un taux de croissance à 1,7%. Le ralentissement de l'inflation se confirme en 2019, il s'établit à 1,1%, indice INSEE de janvier 2020. Les prévisions actualisées pour 2020 prévoient une inflation non plus basée sur un ralentissement, mais une évolution autour de 1,30%. Les prévisions des taux d'intérêt. La France continue de bénéficier de conditions de financement très favorables et au maintien de la confiance des investisseurs et des effets prolongés de la politique monétaire accommodante menée par la Banque centrale européenne. L'abaissement des taux directeurs décidé par la BCE en 2019 confirme le scénario de maintien de taux bas. La BCE s'attend à maintenir ses taux directeurs au niveau actuel ou plus bas jusqu'à ce que les perspectives d'inflation convergent durablement vers un niveau proche de 2%. Le dispositif de 750 milliards d'euros lancé en mars pour amortir le chèque économique déclenché par la pandémie de coronavirus sera poursuivi jusqu'à ce que la BCE estime que la crise du coronavirus soit passée et dans tous les cas jusqu'à la fin de l'année. Déficit public de la dette. Après une dégradation du déficit public en 2019 sous l'effet de la transformation du CICE, en allègement du rang de charge, la trajectoire du déficit de l'État, alors il y a une coquille, c'est pas s'améliore, mais se dégrade, évidemment. Toujours en lien avec la crise du Covid-19, le déficit prévisionnel s'établira à 170 milliards en 2020, soit 9,9% du PIB. Avant la crise du Covid, on parlait d'un coût autour de 3% pour rentrer dans les coûts de l'Europe. Les mesures relatives aux collectivités locales. La loi de finances 2020 codifie le processus et les conséquences de la suppression de la taxe d'habitation des résidences principales, engagée depuis 2018, avec la mise en place d'un dégrèvement pour les contribuables ayant un revenu fiscal de référence inférieur au seuil prévu par la loi, soit en moyenne 80% des contribuables. À compter de 2020, les contribuables ayant un revenu fiscal de référence inférieur au seuil prévu par la loi ne paieront pas plus de taxes d'habitation. Pour les contribuables concernés, cette suppression sera effectuée par le biais d'un événement de taxe d'habitation. Les collectivités locales n'ayant pas augmenté leur taux en 2018 et en 2019 ne subiront aucune conséquence de ce dégrèvement et verseront une recette de taxe d'habitation calculée à partir du produit de référence de la taxe d'habitation. 2020, notifié sur l'état fiscal 12,59. En revanche, le taux de la taxe d'habitation de 2020 est gelé au niveau de celui de 2019. De 2021 à 2023, la taxe d'habitation sera progressivement supprimée pour tous les autres contribuables, selon le calendrier suivant. En 2021, exonération de 30% de la PH pour les 20% contribuables restants. 2022, exonération de 65% de la PH. Et 2023, suppression totale de la taxe PH. La suppression de la taxe d'habitation sur la résidence principale sera compensée aux collectivités locales bénéficiaires par des transferts de fiscalité entre catégories de collectivités locales. Le scénario retenu dans la loi de finances est la spécialisation des impositions. Les communes héritent de l'intégralité de la taxe sur le foncier bâti départemental avec des mécanismes de correction et transferts de fiscalité. Les intercommunalités récupèrent une fraction de TVA mais conservent par ailleurs leur foncier bâti. Quant au département, ils héritent également une fraction de TVA en compensation de la suppression de leur foncier bâti. Après, on présente un tableau sur les concours financiers aux collectivités locales. Les prélèvements sur recettes de l'État au profit des collectivités s'élèvent pour 2020 à 41 milliards, soit 672 millions de plus que par rapport à la loi de finances 2019. L'augmentation des concours financiers résulte notamment de la progression du FCTVA sous l'effet de la poursuite de l'investissement public local en 2020, plus 351 millions. La hausse des compensations fiscales résultant en exonération relative à la fiscalité locale, l'exonération du CFE pour les entreprises réalisant un très faible chiffre d'affaires, dont le chiffre d'affaires est inférieur à 5 000 €, 360 millions. Il y a eu la hausse de la dotation élu local prévue dans la loi d'engagement et proximité à plus 28 millions. La hausse de la PSR versée à la collectivité territoriale de Corse à plus 22 millions. La neutralisation de la réforme de l'apprentissage
transféré aux régions à plus 122 millions, et un nouveau PSR au profit de la Polynésie française à hauteur de 90 millions. La majoration des bases forfaitaires des bases de l'imposition, la loi de finances a dérogé au mécanisme prévu par la loi concernant la majoration forfaitaire des bases de TH. Le PLF allait dans un premier temps geler les bases 2020 au niveau de 2019. Le texte finalement adopté fixe un coefficient de majoration forfaitaire à 1,009 pour les bases de TH, au lieu de 1,1% en application des dispositions du droit commun. En revanche, les bases de foncier bâti et foncier non bâti évolueraient en fonction de ce coefficient d'inflation harmonisé soit à 1,1%. Après le contexte national, on va faire les rétrospectives de l'année 2019 concernant la commune de Saint-Papus. Sur la section fonctionnement en dépenses, ça s'est élevé à 7 086 179,12 pour des recettes à 6 530 545. La section d'investissement à 2 600 869 pour des recettes à 2 845 167. Vous avez un report de l'exercice précédent en fonctionnement à hauteur de 878 164 et un report en section d'investissement en dépenses à hauteur de 596 691. Donc un total consolidé à 10 283 739 pour les dépenses et 10 253 886 pour les recettes. Nous avons enregistré également des restes à réaliser à reporter sur 2020 en investissement 110 334,61 en dépenses et 344 343,49 en recettes. Total de la section d'investissement, donc ça n'a pas changé, 7 086 179. Section d'investissement 3 307 895 pour un total de 10 394 074. En regard des recettes, pour le fonctionnement à 7 408 709, section d'investissement 3 189 501 pour un total cumulé à 10 588 229. Le tableau suivant, on vous présente l'évolution du budget de 2015 à 2019 en basant sur les recettes. Donc on a 12 114, on passe à 10 436. 2017, 9 348, 2018, 9 859 et en 2019, 10 590 000. Évolution des dépenses et recettes de fonctionnement. Donc, sur le tableau, vous pouvez également voir les dépenses de fonctionnement et recettes. 5 464 000 en 2015, 5 346 000 en 2016, 5 500 000 en 2017. 5 236 000 en 2018 et 6 556 000 en 2019. Pour des recettes à 6 199 000, 6 262 000, 6 862 000, 6 697 000 et 6 471 000 en 2019. Le tableau suivant vous fait également un comparatif de l'évolution des dépenses de 2015 à 2019. Charge à caractère général, 1608 en 2015, 1800 en 2016, 1646 en 2017, 1396 en 2018 et 2 029 000 en 2019. Les charges de personnel, 3 279 000, pardon. En 2016, 3 061 000, en 2017, 3 122 000, en 2018, 3 180 000 et en 2019, 3 396 000. Les atténuations de produits, 191 000, 152 000, 152 000, 173 000, 159 000. Les charges de gestion courante, 372 000, 348 000, 360 000, 308 000 et 748 000 en 2019. Les charges financières, 268 000 2015, 238 000, 220 000, 177 000 et 224 000 pour un total cumulé des dépenses de fonctionnement à 6 556 000 pour la dernière année 2019. L'évolution des recettes de 2015 à 2019. Donc dans les recettes, on émet les redevances et produits de services, les impôts et taxes et les dotations et concours de l'État, ainsi que les autres produits, notamment pour les locations de nos locaux, essentiellement. On a des recettes qui sont parties à 5 965 141 en 2015,
5 609 200 en 2016, 6 864 290 en 2017, 6 697 027 en 2018 et 6 497 311 en 2019. Donc ça nous sort un bilan de la section d'investissement ensuite, avec des dépenses d'investissement hors reste à réaliser. 3 086 000 en 2015, 3 404 000 en 2016, 1 290 000 en 2017, 1 378 000 en 2018 et 2 090 000 en 2019. Les restes à réaliser sont en dessous. 1 167 000, 423 181 810 et 110. Le chapitre 7 qui correspond au remboursement d'emprunt, 296 000, 369 000, 379 000, 370 000, 385 000. Les recettes d'investissement s'élèvent à 3 217 000 pour 2015, 3 084 000, 384 000, 1 295 000 et 2 315 000. Avec des restes à réaliser, 1 632 000, 506 000, 609 000, 803 000 et 344 000. Le tableau suivant. Correspond à l'impôt de la dette constatée sur la période de 2016 à 2022. Au 1er janvier 2020, l'impôt de la dette s'élève à 7 714 276,99. Et vous voyez en 2022 le montant du capital augmente en cyclicité, tout simplement parce qu'il s'agit du remboursement du mondial, si vous vous souvenez bien, qui était prévu sur 3 ans. Donc il est emprunté en janvier 2019, il sera remboursable en janvier 2022. La dette est constituée de 11 emprunts, 1 à taux variable, 9 à taux fixe et un emprunt fini, donc c'est le révélé à 435 000 euros, à solder en janvier 2022 concernant le révélé de ce janvier. Et la durée habituelle moyenne de tous ces emprunts est de 15 ans, 30, avec un taux d'intérêt moyen de 2,64. Une petite précision sur le révéré, parce qu'il y a une grosse qui ne savent pas forcément ce que c'est. Vous savez que le château qui est situé juste en face de la mairie, le propriétaire souhaitait le vendre et il le vendait. Donc ce qu'on appelle en mairie, c'est une vente avec une option de rachat. Donc pour protéger le patrimoine de la commune, on avait réuni l'ensemble des conseillers qui ont fait proposition et on avait regardé s'il était possible de préserver le patrimoine en préemptant, c'est-à-dire qu'en faisant valoir notre droit de préemption, c'est-à-dire en passant par-dessus l'acheteur pour l'acheter. Donc c'est ce que nous avons fait en mairie, puisque le montant était quasiment un tiers ou quart de la valeur du bâtiment. Donc à savoir que nous aurons effectivement à rembourser si le propriétaire ne nous le rembourse pas. Si nous le rembourse, on ira en plus des intérêts. Le montant qu'il rachètera, le montant de rachat de la mairie couvrira le montant de l'emprunt, c'était bien évidemment l'intéressant de l'opération. Voilà. Donc on peut ne pas avoir à le sortir et on ne sera plus le propriétaire du château, le propriétaire l'aura récupéré, ou sinon on en deviendra propriétaire en payant cette annuité. Après, vous avez les graphiques qui représentent les diagrammes de remboursement. Les intérêts apparaissant en rouge ou rose, et puis le capital remboursé apparaissant en bleu. Et le graphique suivant, c'est l'extinction de la dette au fur et à mesure des années. Les grandes orientations budgétaires 2020-2026. Alors, l'évolution des recettes de fonctionnement. Dans un contexte économique très incertain, les recettes sont estimées comme tous les ans avec beaucoup de finances. Encore plus cette année, bien avec le Covid. En atténuation de charges, BP estimé à 245 182. Produits des services 430 942. Impôts et taxes 4 289 849. Dotation, subvention et participation 1 292 608. Autres produits de gestion courante 115 805. Produits exceptionnels 15 000 pour un total de dépenses de fonctionnement, de recettes de fonctionnement,
6 389 386. Alors, les premiers services et tarifications, c'est les redevances d'occupation du domaine public, les loyers perçus dans le cadre des baux existants, et également de l'affectation de certains services proposés aux pétitions, la cantine, les centres de loisirs, etc. L'ensemble des inscriptions de crédit au titre de cet exercice sont estimées en fonction de nos prévisions de réalisation pour 2020. Concernant les dotations, donc là il y a un tableau qui va de 2013 à 2020, donc on peut y voir l'évolution ou la non-évolution, voire la baisse de certaines dotations. La DGF, on est quasiment stable. On a sur la dotation. Oui, par rapport, je dis stable par rapport à l'année dernière. Mais oui, si on regarde par rapport à 2013, non. La dotation de solidarité rurale, augmentation de pas de 10%. Et la dotation nationale de péréquation à 194 000, donc légère baisse par rapport à l'année dernière. Donc le tableau suivant, ça vous donne le détail des recettes de fonctionnement. Donc, avec les premiers services, donc, comme on disait tout à l'heure, c'est tout ce qui est cantine, centre de loisirs. Donc là, on enregistre une forte baisse liée Covid, bien évidemment. Le FNJ à hauteur de 2 734 397. Non, c'est pas que le FNJ, c'est les impôts et taxes plus le FNJ. 2 734 397, donc très légère hausse. Le SPIC qui lui par contre dégringole à moins 50%, on parle d'un petit produit. Taxe sur l'électricité à hauteur de 130 000. L'attribution de compensation de l'intercommunalité est stable. Le Fonds de solidarité région Île-de-France, alors on l'a mis en rouge. Et on l'a mis en tête parce que c'est pas un chiffre encore définitif, on n'a pas reçu encore la notification. Taxe additionnelle à hauteur de 334 000 et dotation de participation à hauteur d'1 292 608. En ce qui concerne la fiscalité directe locale, la commune dispose du seul pouvoir de taux. Le budget 2020 sera construit en maintenant les taux à leur niveau actuel respectif sans augmentation. Et on peut rappeler cela depuis 2008. Les taux 2020 seront pour la taxe additionnelle, donc un taux gelé, comme je disais tout à l'heure, à 26. Taxe d'habitation, taux gelé, comme je disais tout à l'heure, à 26,44. C'est pour ça que dans la délibération sur le vote des taux, vous ne verrez pas apparaître, puisqu'il est gelé, donc il n'y a pas de raison de voter. Taxe foncière sur les propriétés bâties à 22,43 et la taxe foncière sur les propriétés non bâties à 61,20%. Et sur le tableau suivant, vous voyez les bases nettes d'imposition. On voit que ça augmente pas de masse, puisqu'on passe de 6 326 000 à 6 531 000 pour la PH. 4 170 000, on passe à 4 245 000, et pour le système foncier non bâti, c'est quasiment stable, 89 900 à 90 600. Évolution des dépenses de fonctionnement, donc pour un total de 6 88 394 pour 6 556 428. Les diminutions sont sur les charges à caractère général, qui sont passées de 2029 à 1 763 000. Les charges de personnel sont en légère augmentation. Les atténuations de produits, 158 668, on passe à 177 590. Autres charges de gestion courante, on diminue, puisqu'on passe à 505 004. Les charges financières qui correspondent aux intérêts des emprunts à 219 506. Les charges à caractère général diminuent de 14,21% en lien direct avec la crise sanitaire. C'est dû aux annulations de manifestations, à la fermeture de la cantine, les centres de loisirs, etc., etc. Les charges de personnel donc, sont quasiment stables, c'est une augmentation de 0,45%. Et les autres charges de gestion courante, la diminution est due à l'impact en baisse, en importance sur 2020, puisqu'en 2019, on avait pu payer le jugement, enfin la condamnation. Vous avez ensuite dans le tableau d'après, on vous met tous les budgets de la commune, le budget principal, le budget du centre médical et le budget du centre culturel, donc avec les dépenses de fonctionnement sur les 3 dernières années.
2021, on est quasiment stable, 678, on passe à 680 000. Le chapitre 23, 225 000. Les emprunts sont quasiment stables en termes de remboursement de capital. Et les restes à régler sont à 110 334,61 pour un total donc, estimé en 2020 à 1 405 364. Sur les sections d'investissement en recettes, nous avons donc les dotations sur le chapitre 10 à hauteur de 303 375. Sur les subventions d'investissement pour le chapitre 13 à 64 312. Et les restes arrêtés à 344 343,49. Avec 2020, nous démarrons donc un plan pluriannuel d'investissement qui couvrira la période allant de 2020 à 2026. L'investissement majeur de ce pays sera le réaménagement du complexe sportif, l'agrandissement du pôle médical par l'aménagement de cellules supplémentaires, la construction d'un centre de loisirs, la construction d'une résidence senior, et bien évidemment tous ces investissements majeurs, il faut évidemment s'ajouter les investissements courants inhérents au fonctionnement de la collectivité. Oui. Allez-y. Là, ça marche. Ouais. Vas-y. Voilà, c'est bon. Je vous remercie. Bien, juste pour sur ce rapport d'orientation budgétaire, juste faire un point, en tout cas exposer ce qui me paraît important d'être exposé, juste sur le réalisé, sur le budget 2019. Donc on constate que le budget 2019 a explosé en matière de dépenses de fonctionnement par rapport à 2018, 1 320 000 de dépenses de fonctionnement supplémentaires. Alors évidemment, tous les étudiants ont pu profiter pendant les quelques mois d'une large et visible campagne d'entretien de la commune. Chaque trou a été comblé, chaque fissure colmatée, les plus ont eu affaire avec des entreprises extérieures, les panneaux tordus depuis des années ont été redressés, les lumières sont réapparues, j'en passe et tant d'autres. Ces interventions massives ont laissé forcément de grandes traces dans le budget de fonctionnement passé. J'invite chaque patugien à continuer à faire remonter toutes les imperfections de la chaussée, les mauvaises herbes ou autres soucis qu'ils pourraient constater pour vérifier si cette frénésie d'entretien était que temporaire. Si elle ne l'est pas, je me ferai le devoir de le faire remarquer dans cette même salle. Que dire du budget de fonctionnement du pôle culturel? Alors, je viens d'entendre que c'était lié à l'impact du Covid. J'aimerais avoir quelques précisions sur cet impact réel du Covid qui amène à baisser de 65% du budget de fonctionnement du pôle culturel. Ça m'amène à un autre point que j'aborderai, je pense, à chaque intervention, c'est que si on avait la possibilité réelle de pouvoir échanger, débattre, voire même ne pas être d'accord, ça serait intéressant. Dans d'autres sphères, uniquement le conseil municipal, où il s'agit, surtout quand il y a 18 points comme ce soir, de surtout délibérer, ce serait beaucoup plus pertinent et efficace, et peut-être que ces interventions ne seraient pas nécessaires. Cela dit, j'aimerais que vous restiez sur les commentaires sur l'orientation du débat. Oui, je sais. Ouais, on n'est pas dans un discours de politique générale. On n'y est pas, mais je suis bien dans le rapport à la budgétaire. Vous faites assez succinct, parce que sinon, je ne vous laisserai pas. Je fais la taille qu'il faut. Par rapport à un rapport. Alors, je vais vous arrêter tout de suite. Je vous ai laissé la parole et je n'avais pas l'intention de le faire. Je vais vous dire franchement, monsieur Lefranc, vous n'avez aucune raison d'être ici. Vous n'habitez pas la commune. Vous avez utilisé un subterfuge électoral qui vous a permis d'être présent sur une liste et d'être élu à ce jour. Aucun des membres de ce conseil, en tout cas de la majorité, ne vous reconnaît aucune légitimité à être présent et à l'ouvrir dans ce conseil. Donc je vous dis tout de suite, je ne vous donnerai plus jamais
la parole, en tout cas tant que ce sera moi le maire. Et je vais rajouter quelques petites choses quand même derrière, parce qu'il y a quand même des choses qui sont assez extraordinaires. C'est que vous êtes ici, alors vous n'êtes même pas inscrit sur les listes électorales, que vous n'avez pas participé au vote, c'est pour dire le niveau d'implication et la volonté que vous avez envie de mettre dans la vie de la commune. Ensuite de ça, il y a d'autres choses qui m'embêtent, c'est qu'il ne faut pas que vous oubliez que même si vous êtes en dispo, vous êtes un salarié de la commune. Vous avez pris une disponibilité, soit c'est tout à fait autorisé par la règle, mais il faut que vous sachiez que si jamais vous perdiez votre emploi dans le privé et que vous souhaitiez revenir au niveau de la collectivité, il faudrait que vous démissionniez de ce conseil ou que vous démissionniez de la collectivité, puisque vous ne pouvez pas être juge et parti. Ce que vous êtes d'ailleurs en train de faire, même si vous n'êtes plus salarié aujourd'hui, vous ne touchez pas d'argent de la collectivité, ça me paraît difficile de pouvoir la juger, surtout quand on en est parti, parce qu'on a été inefficace dans ses fonctions. J'aimerais rappeler au conseil municipal ici présent que vous avez été, monsieur Lefranc, sanctionné à 2 reprises lorsque vous étiez une fois en tant que salarié de la commune pour de fausses déclarations et des manquements assez sévères à votre position de chef de service que vous aviez. Et on pourrait dire que c'était de la méchanceté de ma part. Non, puisque vous aviez déjà été sanctionné dans la collectivité d'avant. Sanction plus grave, vous aviez eu une mise à pied. Donc, on va éviter que vous nous donniez des leçons. Je vous le dis clairement, nous n'avons pas l'intention de vous laisser prendre la parole dans ce conseil municipal. Donc je vous invite très fortement à respecter ceci parce que le règlement intérieur qui s'applique aujourd'hui est l'ancien, et si j'avais plusieurs rappels à l'ordre à faire puisque vous preniez la parole de façon intempestive, je me verrais dans l'obligation de vous exclure de ce conseil. Voilà, ce qui est dit. Donc les 2 autres membres de l'opposition, je vous invite à prendre la parole si vous le souhaitez, sinon j'acterai que le débat d'orientation budgétaire est fait et que nous puissions passer aux autres délibérations pour poursuivre le conseil. Excusez-moi. Il y a quand même, vous n'avez pas la parole. Non, mais il y a quand même quelques accusations. Monsieur Lefranc, vous n'avez pas la parole. Je ne vous donne pas la parole. Il y a quand même quelques accusations. Vous intervenez, sinon je passe à la délibération suivante. Il n'y a pas de beaucoup de fonctionne pas. Si, il faut qu'il éteigne le sien. On va bien véritablement. Allez-y. Alors, il faut éteindre votre téléphone. Appuyez sur le bouton. Et l'autre, c'est moi. Allez. Monsieur le maire, vous n'êtes pas non plus tout puissant. Et ici, c'est le préfet qui doit statuer, c'est pas à vous de décider qui aura la parole. Vous êtes, s'il vous plaît, sur la délibération dont on parle. Vous êtes sur la délibération dont on parle ou je ne vous donne pas la parole. Vous êtes sur la délibération dont on parle, je ne vous donne pas la parole. Donc vous avez place à vos commentaires, mais pas aux autres commentaires. Allez-y. Sur l'Europe, je reprends exactement ce qu'a dit Sébastien Lefranc, qui a très bien analysé la situation en disant que les dépenses de fonctionnement avaient fortement augmenté, que ça se voit très concrètement par des... Donc l'exercice 2019 aura explosé en matière de dépenses de fonctionnement. 1 320 000 de dépenses de fonctionnement en plus par rapport à l'exercice précédent. Tous les bâteliers ont pu profiter pendant 4 mois d'une large et visible campagne d'entretien de la commune. Chaque trou a été comblé, chaque fissure colmatée, les pelouses ont eu affaire à une entreprise extérieure, les panneaux tordus depuis des années se sont redressés, les lumières sont réapparues. J'en passe tant d'autres. Je précise également que les dépenses liées aux réceptions avaient fortement augmenté et qui représentaient 70 000 €, soit une augmentation de 50 000 € par rapport à 2018. Comme quoi, être en 2019, à la veille d'une campagne, les dépenses explosent et ça permet de se faire financer allègrement une campagne. Ces interventions massives auront laissé de grandes marques dans le budget de fonctionnement de l'exercice passé. Donc je rappelle qu'en 2019, on a un déficit de budget de fonctionnement, alors que si on avait mené strictement les dépenses de fonctionnement comme en 2018, on aurait dégagé environ 800 000 € de la section de fonctionnement et que cette année, les jeunes, ils auraient un terrain de foot synthétique. J'invite chaque Mathusien à continuer à faire remonter toutes les imperfections de la chaussée
des mauvaises herbes et autres soucis afin de vérifier si cette frénésie d'entretien peut être temporaire. Est-ce qu'en dire du plan Est-ce qu'en 2020-2026, Je ne vous ai pas interrompu, mais monsieur. laissez-moi, c'est pour Je ne vous ai pas interrompu, ne m'interrompez pas. Est-ce que vous allez Je apprendre vous ai à pas analyser les interrompu. Vous calmez ou je vous retire la parole? Est-ce que c'est prévu? De quel droit il passe devant moi? J'avais la parole. Je sais pas. Que dire du Il point demande de préciser un point. Que dire du point sur le budget de fonctionnement du pôle culturel? Surexploité dans l'exercice précédent, on l'a dit précédemment, nous dépensions à un train qui ne correspondait pas aux capacités de la commune. Mais bon, Que vous ça jugez. bien clair. Que vous jugez. Il était donc fort prévisible que l'on couperait les vannes sur les dépenses. Demandez aux 10 000 personnes qui sont venues au CCD. 65% du budget en moins, la coupe est drastique. Et il annonce le retour à une exploitation qui semble être réduite à beaucoup moins. Avec un tel budget, il est difficile d'imaginer la même quantité et qualité de spectacle, de séances de cinéma, de théâtre et autres guests que nous avons tant ravis l'année dernière. Et je préciserai également... Donc vous avez le temps de crier, pardon. Excusez-moi de vous dire, parce que vous n'avez jamais dit de choses positives sur le centre culturel. Donc ne racontez pas vous non plus de sortie. Je Donc continuerai... vous en retirez de ne pas raconter de bêtises, mademoiselle. Je continuerai sur l'Europe en disant que l'année dernière, dans l'Europe que vous nous aviez présentée en 2019, il y avait un petit chapitre sur l'épargne brute, l'épargne nette, et que cette année, il n'y est pas, alors que ça fait partie des obligations, des informations qui doivent être contenues dans l'Europe. Alors, justement, c'est très étrange cette année, l'épargne est négative. Voilà. Merci. Donc, je vous propose que l'on acte que le débat d'orientation budgétaire ait lieu et qu'on puisse continuer l'ordre du jour du Conseil par le point numéro 2. Monsieur le maire, j'aimerais que ce soit notifié spécifiquement, pardon, je vais Notifier spécifiquement ce que vous venez de me dire Monsieur Lefranc, je ne vous ai pas donné la parole. et mon Je attache ne vous ai pas donné la parole, monsieur Lefranc. Je Je vous demande de monter la première appel à l'ordre. j'aimerais que ce soit notifié spécifiquement ce que vous m'avez dit pour que je puisse, dès l'apparition des documents, le faire. Alors, délibération numéro 2. Reprise anticipée des résultats de l'exercice 2019. Oui, on a acté, oui. Alors, je dis que nous avons acté le débat d'orientation budgétaire. Monsieur le maire expose à l'Assemblée que l'institution comptable M14 prévoit que les résultats d'un exercice sont affectés après leur constatation qui a lieu lors du vote du compte administratif. La solution M14, modifiée par l'arrêté du 24 juillet 2000 et l'article L2311-5 alinéa 4 du CGCT permettent de reporter au budget de manière anticipée sans attendre le vote du compte administratif et dans leur intégralité les résultats de l'exercice antérieur. Le conseil municipal est donc invité au titre de l'exercice 2020 et avant l'adoption de son compte administratif 2019 à procéder à la reprise anticipée de ses résultats. Il constate et approuve les résultats de l'exercice 2019 comme suit. Résultat estimé de l'exercice, moins 555 634, mais nous avions un résultat antérieur de 878 164, donc contrairement à ce qui était dit sur les conseils précédents, on n'est pas déficitaire, parce que des exercices, ça se combine souvent sur 2 années. Et ça encore, il faut comprendre. Résultat affecté donc sur 2019 de 322 530 000, un excellent. C'est drôle ça. Section d'exécution de la section d'investissement. Solde d'exécution cumulée d'investissement moins 352 384. Solde des restes à réaliser d'investissement 234 008 88. Soit un besoin de financement de 118 374. Donc le tout cumulé fait ressortir en résultat de fonctionnement 204 155,24 et 352 384 en moins pour la section d'investissement. Alors, on passe au vote. Donc, y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Donc, adopté, unanimité, merci. On va passer au délibération numéro 3, le vote des taux d'imposition. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales et vu le rapport d'orientation budgétaire du 5 juin 2020,
Vu les articles 1636b et 1639a du Code général des impôts, je disposais que le rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de maintenir les taux communaux comme suit. Donc, comme je le disais tout à l'heure, vous voyez que le tableau n'a plus que deux taux au lieu de 3, la foncière sur les propriétés bâties et la foncière sur les propriétés non bâties, puisque la TH est gelée. Donc, les taux ne bougent pas, 22,43 et 61,2. Et j'ose faire un commentaire avant de dire que si effectivement nous avions besoin de financement, ce sont évidemment ces taux-là qu'il faut bouger, puisque c'est la seule recette sur laquelle le conseil municipal a la main. Tout le reste, ce sont des dotations de l'État ou d'autres recettes. Donc si nous ne les augmentons pas, c'est d'abord par une volonté politique, et puis la deuxième, c'est parce que nous n'en avons pas pour l'instant besoin. Alors, je propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc, adopté à l'unanimité, merci. La délibération numéro 4, c'est sur le concours aux associations, et c'est Lisa. Donc, concours aux associations pour l'année 2020. Vu la loi du 2 mars 1982 relative aux droits de liberté des communes, départements et régions, vu l'article L. 2311-7 du Code général des collectivités territoriales établissant que l'attribution de subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget, vu la délibération numéro 18 du 4 février 2011 établissant un partenariat et un subventionnement spécifique de l'école de musique, considérant que les associations sont des partenaires privilégiés complétant l'action publique communale et qu'elles ont besoin du soutien de la commune pour fonctionner, considérant la nécessité d'assurer la transparence de l'utilisation des fonds publics et la prise en compte depuis 2009 de critères objectifs que sont le type d'activité, le nombre d'adhérents, la part de jeunes et de résidents de la commune dans le calcul de la subvention, considérant que l'association de la musique ainsi que l'association Sympath en Fête sont subventionnés de manière alternative par rapport aux critères établis en raison de leur spécificité, vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d'attribuer aux associations les montants de subventions suivants. Vous avez un tableau qui est récapitulatif des subventions pour les différentes associations. On va pas lire tout le tableau, hein, pour regarder les choses qui vous intéressent. Est-ce qu'il y a des prises de parole? Oui, moi, je vous avais demandé un tableau avec les adhérents par âge, justement, pour pouvoir nous-mêmes vérifier ces calculs et les adhérents qui étaient pathusiens ou non pathusiens. Et j'avais par ailleurs des questions sur ces montants de subventions attribués aux associations, notamment parce que on constate que pour le foot, où ils sont plus de 360 adhérents, avoir une subvention de 3500. Et par ailleurs, des associations avec beaucoup moins d'adhérents, avoir des subventions assez élevées en comparaison, parce qu'il y a cette fameuse subvention qui est incompressible en fonction de si on est sportif ou culturel. Et donc il y avait cet écart-là qui était malgré tout quand même assez troublant, et peut-être qu'il fallait revoir à terme ce mode de calcul des subventions, notamment pour permettre à des associations où il y a 360 adhérents d'avoir des subventions plus importantes. Après, il y avait des choses qui m'ont choquée dans ce tableau, notamment le nombre d'adhérents des Amis du Foie, parce que l'année dernière, ils étaient à peine une vingtaine. Cette année, ils sont 99, alors qu'il n'y a même pas le festival. Donc ça m'avait étonné, ce chiffre-là. On les a pas éliminés, Je me pose la question, parce qu'il n'y a pas de festival, etc. Il y a 99. L'année dernière, il y avait un festival, ils étaient beaucoup moins. Après, j'avais aussi une remarque, c'est quand même la subvention qu'on peut attribuer au festival photo de Saint-Pathu, alors qu'il n'y a pas de festival cette année, une subvention exceptionnelle.
alors qu'il n'y aura pas d'exposition cette année. Donc j'aurais aimé savoir à quoi elle correspond, et aussi les 12 000 € de sympathes en fait, alors qu'il y aura beaucoup moins de manifestations du fait du Covid-19, et que l'année dernière, il y avait 9 000 €. Voilà. Merci pour ces commentaires. Moi, c'est mon La parole, excusez-moi, je demanderai la parole à chaque point. Non, Puis la refuser à chaque point. Je ne vous la donnerai pas. Merci, monsieur le maire. Nous allons continuer. Merci, monsieur le maire. Alors, d'autres demandes, un peu pas? Non? On peut passer au vote. Alors, je vais simplement vous rappeler une chose, c'est que tous les membres des bureaux des associations, c'est-à-dire conseillers municipaux ici présents, qui sont membres d'un bureau, pas d'une association, membres du bureau exécutif, je vous demanderai de ne pas participer au vote, puisque vous seriez à la fois jugé parti. Alors, il y a Mme Louisa qui ne pourra pas participer, il y a Franck Demelon, Daniel, Thierry, tous les autres, c'est bon? Et Guy aussi. Donc toi, tu pourras voter une fois pour Mme Michel, mais pas pour toi. Personne d'autre, c'est bon? Vous avez pu noter derrière? On fait 5. Vous relevez la main selon ton indice pour qu'on soit sûr. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est ça. Donc je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre? Excusez-moi, parce que pas trouvé encore la séance, mais est-ce que du coup j'ai le droit? Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Alors, écoutez, vote contre, d'accord. Donc 3 votes contre. Au fond, Madame Velin, non? Oui, oui. Oui, aussi? D'accord, donc ça fait 5 votes contre, on est d'accord? Des abstentions? Donc adopté, merci. Et on va passer à la délibération numéro 5, le budget. Les associations seront ravies de voir que vous avez voté contre le subventionnement. C'est assez extraordinaire, mais ça ne change pas de vos incohérences habituelles. Je suis sûre que vous leur expliquerez pourquoi. On s'en chargera d'expliquer pourquoi il a diffusé. Allez, vous n'avez pas la parole, monsieur. Ah oui, c'est bien le problème. Monsieur Lefranc, vous n'avez pas la parole. Oui, c'est bien le problème. Ah non, justement, c'est pas un problème. Si c'est un problème pour pouvoir exposer pourquoi est-ce qu'on s'oppose. Alors, allons-y. Délibération numéro 5 sur l'adoption et vote du budget primitif pour 2020. Vu la loi du 22 juin 1994 relative à la nomenclature comptable, vu le rapport dans la version budgétaire du 5 juin 2020, considérant que le budget est utilement dépensé en recettes, vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte le budget par chapitre pour un montant de 8 643 635,74, dont 6 763 687,82 € en dépenses et en recettes de fonctionnement, et 1 879 947,92 en dépenses et recettes d'investissement. Donc, vous avez après les tableaux avec le détail chapitre par chapitre. C'est un budget suivant. Et on vous a rejoint dans la bouche, on vous a donné dans la pochette la bâtune du document qu'on vous avait remis par courrier, parce qu'il y avait deux choses erronées, la population totale et le ratio numéro 6 concernant l'encours de la dette par rapport à la population. Alors, vous savez qu'avant c'était rébarbatif, on devait voter par chapitre. Aujourd'hui, on peut voter dans sa globalité. Donc, je vous propose qu'on passe au vote. Voilà, vous avez la parole. Claire et concis. Yannick, ton micro. Allez-y. En fait, j'aurais aimé avoir des renseignements concernant la section d'investissement. Notamment, vous prévoyez un investissement de 186 000 € pour des services techniques. Donc, j'aurais aimé savoir en quoi il consiste. Qu'est-ce que vous allez faire? Ensuite, j'aurais aimé savoir également ce que vous avez prévu pour le page et en fait pour toutes les opérations d'équipement. Ce que représente ce chiffre en type d'investissement que vous avez prévu. Ensuite, j'aurais aimé savoir, vous allez emprunter 500 000 €.
l'équivalent de ce qu'on paye annuellement en emprunt, en remboursement de la dette et des intérêts. Donc j'aurais aimé savoir le détail de ces nouveaux prêts. Voilà. Concernant les dépenses pour le page, nous avons travaillé en étroite collaboration avec les acteurs des centres de loisirs, M. Bouet, et nous avons accédé à toutes ces demandes en matière de budget. Je ne peux pas vous dire mieux. Il y avait des questions sur les matériels et services. Sur quelle opération? Non, en fait, toutes les opérations d'équipement. Non, toutes les opérations d'équipement, je demandais monsieur le maire. Il faut que vous sachiez lire le budget, hein, c'est affecté par opération. Vous savez Non, il n'y a ça pas de passe. détail, comme avec monsieur Thierry Lemel. J'aimerais que toutes Alors, on a les des- dépenses soient notées dans le PDF pour qu'on puisse l'envoyer au préfet. De toute façon, le préfet de saisir les équipements. On va le saisir aussi. Il y a des travaux prévus au centre de l'église. Il y a des travaux de rénovation au niveau de l'église. On a également un montant affecté au lever des réserves des cours de contrôle, ça c'est des dépenses obligatoires. On a la remise en état de la toiture du complexe sportif et du tennis. Un complément de caméra vidéo, mais ça on en avait déjà parlé sur les précédents conseils. On a la réflexion de voirie. Car 2020, on a encore, c'est bizarre ça. On a du marquage au sol, on a les travaux d'entretien d'électrification, mais ça on l'a tous les ans, donc c'est pas simplement les années électorales où on fait des travaux d'électrification. On a également du matériel de remorque pour les services techniques, notamment pour le portage des repas. On a des tondeuses autoportées, on va remplacer la balise qui a vécu il y a 10 ans. Etc. On a quelques panneaux tordus à remplacer. On a du câblage pour 341,52 €, c'est très important également de le dire. On a du mobilier scolaire. On ne fait pas grand-chose dans les écoles, mais on a quand même du mobilier scolaire à acheter, etc. Des frigos. On a près de 20 000 € d'investissement pour la LSH. On a un peu plus de 6 000 également d'investissement pour le page. Je pense que c'est les montants, voilà à peu près tout ce qu'il va y avoir en investissement cette année. Comme c'est marqué sur le programme. Comme c'était marqué dans le investissement qu'on a donné, peut-être. Alors, on peut passer au vote. Alors, est-ce qu'il y a des votes défavorables? Juste avant ça, Juste avant ça, j'aurais voulu. donc on est dans les opérations de vote, donc il n'y a pas de prise de parole. Ouais, vous me la retirez, Donc y a-t-il des votes défavorables? Une. Alors 5. Y a-t-il des votes des abstentions? Merci. Adopté. Alors on va refaire la même chose un petit peu plus rapide, puisqu'il faut qu'on fasse un rond comme le budget, c'est un budget séparé qui est annexe sur le centre médical des sources. Donc on vous fait un rapport d'orientation budgétaire aussi, donc il va être un petit peu plus succinct. Et puis après il y aura aussi le vote du budget. Vous avez les documents qui vont, comme d'habitude, circuler pour la signature du budget. Donc l'exécution du budget 2019, donc arrêté au 31 août 2019. En termes de section de fonctionnement, on a dépensé 40 321,53 pour des recettes à 51 064,60. Section d'investissement, on a peu d'investissement, simplement des recettes à 656 €.
report de l'exercice précédent, nous avions un report en fonctionnement de 26 731,63 et en investissement 182 964,52, soit un total de dépenses à 40 321,53 pour des recettes à 261 407,75. Le total cumulé étant identique. L'évolution du budget 2017-2019. Alors, on n'a rien avant parce que vous n'existez pas, bien évidemment, je précise. Budget 2017, 52 367. En 2018, 360 743. Et en 2019, 261 416. L'évolution des dépenses et recettes de 2017 à 2019. Recette 43 922, une forte augmentation en 2018, 162 109, mais on vous explique que c'était la récupération de la TVA des investissements d'aménagement du centre médical, et 51 064 en 2019, pour des dépenses stabilisées à 39 665 sur 2019. Vous avez le détail des dépenses 2017 à 2019. On a déjà le caractère général, 1914. Charge de gestion courante 16 000 et charge financière 4 751. Alors pour mémoire, la charge de gestion courante, c'est les montants qui sont rebasculés sur le budget général, parce que c'est un bâtiment qui s'autofinance et qui dégage même des bénéfices. Donc l'évolution des recettes, la page suivante, on a des recettes donc stabilisées à 51 064 euros. Le bilan de la section de fonds d'investissement, avec les recettes d'investissement, donc 161 099 en 2017, 111 197 en 2018. Les petits astérisques sur le chèque procès, vous avez en 2017 1492 qui est dépôt de garantie des cellules. Et sur les deux petits astérisques, ça correspond à la régularisation de la trésorerie, concernant les transferts du budget principal vers les budgets annexes pour la récupération de la TVA. Sur le tableau suivant, on parle de l'emprunt lié au centre médical, et vous avez donc l'emprunt de la dette sur les années 2017 à 2022. Les 3 premières années correspondaient simplement à des intérêts, et après on est passé à une transformation du portage foncier vers un emprunt traditionnel. Et on arrive en 2020 à 29 049, 29 264 en 2021 et la même chose pour 2022. D'ailleurs en dessous donc le montant des intérêts crédités. Le remboursement du capital qui est juste en dessous, et ce qui est, vous avez après, le capital restant année après année. La durée résiduelle moyenne de ces campagnes est de 15 ans, avec un taux d'intérêt moyen de 1,24. Et également le taux de l'emprunt, puisqu'il y en a eu. Ensuite, vous avez le diagramme qui met en image des phrases que je viens de dire. Alors, vous êtes content qu'il y ait l'épargne brute qui apparaît. Vous avez l'épargne nette, l'épargne brute concernant le centre médical, donc avec un dégagement d'épargne nette 11 399. Les grandes orientations budgétaires donc pour le centre médical, ça va être l'agrandissement du pôle médical par l'aménagement de cellules supplémentaires. Donc l'évolution des recettes de fonctionnement. Donc les produits et services, ça va être à peu près identique. Sur les autres produits de gestion courante, ça correspond au loyer. Donc on aura 44 587,81. Alors il y a une petite baisse qui est petite, il faut préciser qu'on a offert un mois de loyer aux locataires du centre médical eu égard au Covid-19. Donc on a des recettes estimées légèrement inférieures à 46 607 euros. Donc évolution des dépenses de fonctionnement. Depuis la vote de la loi de programmation des finances publiques, toutes les communes de plus de 3500 habitants doivent mentionner leur objectif de gestion de leurs dépenses réelles de fonctionnement.
Le champ de cette obligation porte sur les budgets principaux et les budgets annexes. Ainsi, se trouve dans le tableau ci-après les éléments correspondants. Section de fonctionnement de dépenses. Les charges de caractère général passent à 44 747,54. Alors pourquoi cette augmentation? On vous le dit avec l'astérisque, c'est la prise en charge des frais de syndic plus la taxe foncière qui précédemment était dans le budget général et il nous a semblé plus opportun de le basculer sur le budget du centre médical qui était concerné par ces dépenses. Autre charge de gestion courante, pour ceux qui suivent, c'est ce qu'on bascule sur le budget principal. Donc cette année, l'autofinancement du centre médical a permis de dégager 30 000 € qui en basculent sur le budget principal. Les charges financières, quant à elles, s'élèvent à 8 678 et les amortissements à 656 €. Donc pour les dépenses de 84 082,51 €. Section d'investissement en dépenses. Immobilisation corporelle estimée à 540 227,49 et remboursement d'emprunt à 46 049 pour un total de 586 267. Section d'investissement recettes, emprunt prévu de 410 000 € qui sera autofinancé par les loyers des cellules supplémentaires pour un total de 402 656 €. Et là, vous allez me dire, mais c'est des fois équilibré. Et c'est parce que nous avons un reliquat d'investissement des années précédentes. C'est pour ça qu'il faut pas raisonner que sur une année, nous devons avoir une vision globale. Voilà. Alors, un petit commentaire sur les cellules supplémentaires. On a un développement assez important et fort sur les kinés, qui malgré le local du CT3 au fond est assez, on va dire assez petit, mais qui ne correspond pas à la demande, puisqu'aujourd'hui il y a pratiquement plus de 6 mois d'attente. Donc il y a une des kinés, la dernière qui était arrivée, qui elle prend en charge l'autre local, puisque l'agrandissement sera entièrement un espace pour les kinés, puisqu'aujourd'hui on lui louait aussi une cellule devant qui était pour le médecin. C'est lui qu'il va falloir qu'on récupère, puisque on va avoir dans un premier temps les permanences des médecins de l'interco, les médecins itinérants. Ça devait démarrer en avril, et puis ça a pris un petit peu de retard, mais les médecins ont assuré des téléconsultations depuis le centre de Fresnes, et dès qu'il sera possible qu'ils puissent faire des permanences, ils viendront, et puis on espère toujours, on est en recherche active pour avoir un médecin à poste complètement, et à ce moment-là, c'est lui qui récupérera ce petit local. Voilà. Bon, voilà pour ce rapport. Est-ce qu'on peut prendre acte que la présentation et le rapport d'orientation budgétaire sur le budget du centre médical est acté? Alors il n'y a pas de vote. Si tout le monde est d'accord, on acte qu'il est fait et on va pouvoir passer à la reprise anticipée, le point numéro 7. Et Thierry, c'est encore un. Alors, résultat estimé d'exercice 10 743,07. Résultat antérieur reporté 26 731,63, ce qui fait un résultat affecté de 37 474,70. Le solde d'exécution cumulé d'investissement s'élève à 183 620,52 €, soit un total de report d'investissement du même montant, puisqu'il y a un s'ajoute entre les deux, à 183 652. Alors, on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc, adopté, merci. Et on va passer au vote du budget du centre médical. Alors, les dépenses de fonctionnement pour le centre médical s'élèvent à 84 082,51, donc essentiellement les charges de caractère général, on y trouve les buts, etc. Les chapitres 65, c'est la bascule au budget principal. Les intérêts, donc les charges financières, 8697, ce qui fait le total de 84 082. Donc en recette, cette fois c'est équilibré. On a des produits de service à 2020 pas l'année, le chiffre. Chapitre 75, autres produits de gestion de courant 44 587,80 qui correspondent au loyer. Total, recette de fonctionnement 46 607,81, plus le résultat de fonctionnement
actuellement reporté 37 474,70, soit un montant équivalent à 84 082,51. Sur les dépenses d'investissement, il y aura donc le remboursement de l'emprunt à 46 049,03. L'agrandissement des cellules à 540 627,49 pour un montant total de 586 276. Et sur les recettes d'investissement, on a l'emprunt, plus le solde d'exécution punitive reporté, ce qui est à 183 625 donc pour un montant de à 586 276,52. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes défavorables? Des abstentions? Donc adopté, merci. Délibération numéro 9. La représentation du maire. L'article L 2123-19 du Code général des collectivités territoriales. Considérant que le conseil municipal peut voter sur les ressources ordinaires des indemnités au maire pour frais de représentation. Considérant que ces indemnités de représentation permettent de couvrir les dépenses supportées par M. le maire dans l'exercice de ses fonctions, réception ou manifestation de toute nature qu'il organise ou auquel il participe dans l'intérêt de la commune. Considérant qu'à la différence des frais de mission, l'indemnité pour frais de représentation n'est pas un remboursement au sens strict, mais correspond plutôt à une allocation. Considérant qu'elle peut avoir un caractère exceptionnel et déterminé pour revêtir la forme d'une indemnité mensuelle, vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise le versement d'une indemnité forfaitaire mensuelle correspondant à 1/12 du crédit voté annuellement au budget de la commune, à l'article 65-36, frais de représentation du maire, dit que la dépense sera donc inclue au chèque 65, article 65-36. Et votre compte? Est-ce que je peux poser des remarques? Oui, alors vous nous avez fait un rappel de contexte national concernant les résultats donc, du Covid et de la crise sanitaire donc, qui plombent le budget à la fois national et du coup les subventions qui sont dotées pour cette ville. Et nous nous rendons compte à ce point numéro 9 que nous voyons une augmentation des frais de représentation du maire qui passe du coup donc à cette ligne 65-36 de 7 200 € à 10 000 €. Alors dans un tel contexte, j'en appelle à la compréhension globale, puisqu'à l'échelle nationale nous avons une morale économique en berne, nous ne saisissons pas la volonté d'augmenter les frais de représentation du maire dans un tel contexte et une baisse des dotations nationales et des recettes de la ville liées à cette crise Covid. Est-ce que vous pouvez expliquer la motivation de ce choix? Non, je n'ai pas d'explication à vous. Vous n'avez pas d'explication, c'est très bien. J'espère que les Patuviens en tiendront compte. Voilà. On va procéder au vote. Qui vote contre? Moi j'avais une intervention, mais j'aimerais qu'on me la refuse. Le maire. Je peux parler ou pas? J'avais une autre explication. J'ai une autre question aussi. On m'a transmis un document. Je dois signer, il y a marqué les conseillers municipaux. Je signe ou je signe pas? On était en train de procéder au vote. Ah oui, je sais, mais vous m'avez transmis un document que je dois signer. Je signe ou je ne signe pas? Vous le faites exprès ou vous êtes idiot? Moi, je cherche à vous faire dire surtout. Ah, vous êtes idiot alors. Très bien. Est-ce que je signe le document où il y a marqué les conseillers municipaux ou pas? Qui vote contre? Ah oui. Qui s'abstient? Merci. Bien. Déclaration numéro 10 sur la détermination du nombre de membres au conseil d'administration du CCS. En application de l'article R123-7 du Code de l'action sociale et des familles, le nombre des membres du conseil d'administration du Centre communal d'action sociale, CCAS, est fixé par le conseil municipal. Considérant que le nombre de membres ne peut pas être supérieur à 16 et qu'il ne peut être inférieur à 8 et qu'il doit être pair puisqu'une moitié des membres est désignée par le conseil municipal et l'autre moitié par M. le maire, vu l'exposé du rapporteur.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, fixe à 10 le nombre des membres du conseil d'administration du CCAS, étant entendu qu'une moitié sera désignée par le conseil municipal et l'autre moitié par monsieur le maire. Alors c'est une proposition, hein, c'est la proposition de rester au même nombre de conseillers, de membres de cette commission qu'on avait eu dans les deux mandatures précédentes. 10 personnes, ça fait 5 conseillers municipaux, 5 personnes qualifiées extérieures plus le maire. Voilà, ça me paraît raisonnable, ça a toujours bien fonctionné comme ça. Et c'est ce qu'on vous propose d'appliquer. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc, adopté, merci. Alors, on va passer au vote. Alors, il y a deux commissions pour lesquelles ce sont des votes à bulletin secret de façon obligatoire, sans possibilité d'y déroger. Et donc, le CCS en fait partie. Alors, je vous propose, vous avez normalement des petits bulletins de vote avec vous, puisque nous avons constitué notre liste. Je vais demander au groupe d'opposition s'ils ont une liste à nous soumettre. Vous êtes loin? Oui. Est-ce que vous présentez une liste ou pas? Oui, bien sûr, on présente une liste. Alors elle n'a pas forcément besoin d'être complète, puisque ça vous sera difficile de mettre 5 noms dessus, enfin en tout cas sur les présents, à moins que vous vouliez mettre des gens qui ne sont pas là. Elle est complète. Elle est complète. Donc, on vous soumet, on vous dit les noms. Allez-y. Alors, en premier, on a Kelly Citadel-Velin. Oui. En deuxième, Sébastien Lefranc. En troisième, Nathalie Moine. En quatrième, Ludovic Landrier. Et en cinquième, Olivier Henry. D'accord, vous avez le temps de noter derrière? Oui, c'est bon. Donc ce sera la liste B. Donc comme on ne l'avait pas à l'avance, elle n'a pas été imprimée, mais à ce moment-là, sur vos bulletins, sur les bulletins blancs que vous avez dans votre enveloppe, vous pourrez mettre liste B, sans détailler les noms, on saura à quoi ça correspond. Donc si tout le monde est prêt, je propose qu'on passe aux opérations de vote. Merci Isabelle. Donc Isabelle va passer parmi vous pour vous mettre, pour que vous puissiez mettre les bulletins dans l'urne. Donc je rappelle à ceux qui ont des pouvoirs que vous votez 2 fois.
le bulletin. Alors, 29 bulletins trouvés dans l'urne, 5 pour la liste B et 24 pour la liste A. Alors, on va vérifier les calculs, mais normalement, ça devrait faire. Anticiper. Alors, donc 29 divisé par 5, le quotient est de 5,8. Donc, sur la liste A, 24 bulletins divisé par 5,8, ça donne 4,13, donc 4 sièges et 0,13 de restants. Et sur la liste B, 5 divisé par 5,8, ça donne 0,86, donc pas de siège au départ, mais 0,86 plus fort que 0,13, donc au plus fort reste un siège, donc le CCAS sera composé de 4 conseillers municipaux de la majorité et 1 conseiller municipal de l'opposition. Ce sera Madame Citadelle, c'est ça pour Exact. l'opposition. Alors, on va pouvoir passer à la délibération suivante. Alors, celle-ci, c'est pour l'élection des représentants au syndicat départemental d'énergie en réseau, le SDESM. Alors, on va... ça fait partie des délibérations qui peuvent être votées à main levée. Donc, je vais vous poser la question de savoir s'il y a des oppositions pour qu'on puisse voter à main levée. S'il n'y a pas d'opposition, non. Alors, on va pouvoir le faire à main levée. Donc, nous vous proposons de valider les candidatures. Alors, il y a besoin de deux titulaires et d'un suppléant. Donc les titulaires proposés sont Peinturé Jean-Benoît, Thierry Lemaire et en suppléant Robert Olivier. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Alors, une abstention, deux abstentions. Donc adopté, merci. Alors, pour le suivant, toujours à main levée, s'il n'y a toujours pas d'opposition, c'est le syndicat du collège. Nous sommes 3 communes, Ouassery, nous et Marchais-Moret. Alors, il y a besoin de 2 titulaires et de 2 suppléants. Donc, nous proposons Peinturé Jean-Benoît et Tidiane Coïta, qui est l'adjoint scolaire, en titulaire. Et en suppléant, Virginie Poulizac et Thierry Lemaire. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Donc, toujours 2 abstentions. Merci. Alors là, c'est au syndicat des lycées. Pareil, donc c'est un vote qui peut se faire aussi à main levée s'il n'y a toujours pas d'opposition. Alors là, il y a besoin de 2 titulaires et de 4 suppléants. Alors en titulaire, on a mis Tidiane Coïta et Peinturé Jean-Benoît, et en suppléant, Virginie Poulizac, Caroline Denôme, Samuel Boger et Thierry Lemaire. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? 2. Donc adopté, merci. Ensuite, on a un syndicat mixte d'aménagement et d'entretien de la Terroine et de ses affluents. C'est un tout petit syndicat, mais dans lequel on est assez présent et où on essaye de se battre, même s'il n'y a pas beaucoup de budget. C'est le syndicat qui gère l'entretien de la Terroine. Merci pour cet excellent jeu de mots, mon cher Thierry.
Donc toujours à main levée, s'il n'y a pas d'opposition, ok, donc on vous propose Thierry Lemaire en titulaire et Jean-Yves Gadéa. J'ai dit quoi? Pardon, c'est les tiennes. Excuse-moi, Thierry Métayer, Jean-Yves Gadéa et en suppléant Franck de Melon. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? 2 adoptés, merci. On est désolé, hein, c'est un peu rébarbatif, mais en début de mandat, c'est toujours compliqué. Ensuite, on a l'élection des délégués au syndicat intercommunal d'énergie en réseau, le CIER, qui gère notre éclairage public. Donc, toujours à main levée, s'il n'y a pas d'opposition. Nous avons besoin de 2 titulaires et de 2 suppléants, donc nous proposons Peinture des Jean-Benoît Thierry Lemaire, et puis en suppléant Sébastien Beck et Karine Lindendou. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? 2. Ah, alors, 3, vous avez. Oui, c'est un seul vote, 3. Adopté, merci. Alors, on arrive à la CAO. Là, on est obligé de refaire un bulletin secret. Donc, comme tout à l'heure, sur la commission d'appel d'offres, c'est un scrutin de liste, de la même manière, avec 5 places. Et on peut mettre des suppléants aussi en face des titulaires. Alors avec une obligation là, c'est qu'il faut que les gens qui sont inscrits soient conseillers municipaux. Donc vous aurez forcément, si vous présentez une liste d'opposition, vous aurez forcément que des titulaires, puisque vous n'êtes pas plus de 5. Est-ce que vous souhaitez présenter une liste? Oui. Oui? D'accord, donc vous pouvez nous la donner? Alors en premier, Sébastien Lefranc, en deuxième, Lévis Citadelle Velin, Oui. en troisième, moi, Nathalie Moine, en quatrième, Denis Candrier, et en cinquième, Olivier Henry. Très bien, c'est noté. C'est noté. Donc vous mettrez, on a marqué liste 1, donc vous mettrez liste 2, s'il vous plaît, sur vos bulletins. Ça c'est, voilà. Ou liste, comme vous. On peut passer aux opérations de vote, et donc je rappelle que ceux qui ont un pouvoir votent 2 fois.
Donc 29 bulletins trouvés dans l'urne, 5 bulletins Alliance, 24 bulletins Agir, donc le résultat va être identique au CCS. C'est-à-dire 4 titulaires pour nous et 1 titulaire pour Alliance, donc en tête de liste c'était M. Lefranc. Voilà, c'était la dernière délibération du conseil de ce soir. On va passer aux questions diverses. Donc, mademoiselle Moine, madame Stéphane-Belin, si vous voulez bien poser des questions. Je vais vous poser la première question concernant l'ouverture des accueils périscolaires. La mise en application des protocoles sanitaires très stricts rend extrêmement complexe la réouverture des services périscolaires et extrascolaires. Dans le même temps, le déconfinement entamé, les étudiants retournent au travail et vont avoir besoin de ces services. Je sais que les services de la commune ont mis en place des protocoles pour organiser les accueils le mieux possible. Vous avez également organisé des réunions avec les services, les enseignants et les associations de parents d'élèves. Pouvez-vous nous donner des précisions sur les modalités d'accueil des enfants aux accueils périscolaires matin, midi et soir, ainsi qu'aux accueils pendant les vacances, le nombre de classes, ouverture en juillet et en août, quel type d'activité et de sortie? Alors, sur les modalités de réouverture, donc elles respecteront strictement, bien évidemment, les protocoles fixés par le gouvernement. En ce qui nous concerne, nous, c'est-à-dire sur la partie périscolaire, accueil du matin, accueil du soir et cantine. Sur la partie scolaire, je sais que pour les avoir vus et travaillé avec eux, mais c'est eux qui les ont préparés et qui les ont validés. Sur le temps scolaire, les deux directeurs d'école ont eu l'aval de leur hiérarchie pour ouvrir dans les modalités qu'ils ont définies et qui correspondaient au même protocole sanitaire fixé par le gouvernement. Ensuite, la partie la plus importante, c'est pour l'accueil de cet été, donc sur les centres de loisirs. Vous savez que les inscriptions sont bloquées depuis un moment. On avait demandé aux gens de s'inscrire comme de normalement. Donc tous les enfants qui sont inscrits seront accueillis, puisqu'on a posé tout un tas de questions. Les services ont interrogé les services de l'État en questionnant sur un certain nombre de détails, en particulier sur les effectifs, parce que c'est ce qui nous posait le plus de problèmes. Et les effectifs, comme d'habitude pour nous, ont été validés. Donc il n'y aura pas de choix à faire ou d'enfants à refuser. Tous les enfants qui sont inscrits à ce jour seront accueillis. J'ajoute même qu'on avait dit aux parents, et je le redis, qu'on serait tout à fait souple sur les désinscriptions, puisque en particulier il y a des gens qui nous les ont inscrits puisque on ne savait pas si les colonies de vacances allaient pouvoir se tenir ou pas, voilà, etc. Donc on avait dit aux gens, dans le doute, inscrivez de façon à ce que nous on ait les effectifs maximum. Et au vu des capacités d'accueil que l'on a et de la place que l'on a et de l'organisation vis-à-vis des protocoles qui ont été mis en place, on pourra accueillir
l'ensemble des enfants sur juillet et août, ce qui va être, pour les parents qui étaient en attente, une bonne bouffée d'oxygène après ces 2 mois et demi, 3 mois, un petit peu compliqué. Voilà. Votre question suivante, la deuxième. C'est moi qui réponds. Si c'est vous, je ne répondrai pas. Hein. Je vous le dis tout de suite. Donc, peut-être mieux que ce soit Madame Citadelle qui répond. Pour quelle raison? Alors, nous sommes élus de l'opposition, c'est ainsi. Notre mission sera, pendant ces 6 années, n'en déplaise peut-être à certains, d'œuvrer pour la commune en assumant pleinement notre rôle. Nous avons nos avis, parfois différents de votre majorité, mais parfois similaires. Nous n'avons pas hésité à vous encourager, par exemple, dans votre décision de laisser les écoles fermées pendant la crise. Nous vous avons même proposé notre aide, nos idées, pour vous accompagner, propositions restées sans réponse. Le seul conseil municipal ne peut pas permettre un échange approfondi des sujets et des projets proposés par la majorité. Des sujets parfois techniques, parfois importants, engageant la commune sur plusieurs années, ou risquant de transformer la commune, ont besoin d'être échangés et débattus en détail. Ces détails, ces réflexions et ces échanges ne trouvent manifestement pas leur place au sein du conseil municipal, où les sujets s'enchaînent et où il s'agit de délibérer plus que de débattre. C'est pour cela qu'il existe dans de nombreuses communes des commissions de travail. Les élus de la majorité et de l'opposition peuvent ainsi se retrouver sur des dossiers thématiques, exposer leurs projets, écouter les avis et propositions des groupes opposants. Les décisions prises sont ainsi débattues avant le conseil municipal, qui redevient ainsi un espace d'explication pour la population avant de valider les propositions. Vous avez décidé d'impliquer l'ensemble de vos conseillers en leur attribuant une indemnité. C'est une bonne chose. Vous avez également précisé que c'était pour récompenser l'investissement dont ils allaient faire preuve. C'est une très bonne chose. Il vous appartient, Monsieur le maire, de rendre nos conseils moins conflictuels, plus collaboratifs et moins claniques. En refusant de nous associer dans ce que notre rôle nous incombe, vous nous forcez à nous positionner et vous questionner en conseil. De douter des seuls documents et éléments que vous transmettez dans les délais, certes, mais à seulement 5 jours des conseils, ces conditions ne permettent pas une préparation convenable, un débat sain et constructif. Nous ne serons pas d'accord sur tout, c'est une évidence, mais soyez sûrs que pour les sujets où nous serons tombés d'accord, nous saurons défendre la position que vous aurez proposée. Nous regrettons que seules les commissions obligatoires soient proposées. Monsieur le maire, pouvez-vous revoir votre position sur les commissions et proposer des commissions de travail sur les secteurs de l'enfance, jeunesse, les associations, les finances et l'urbanisme? Alors, on répond, je vais faire deux petites correctifs. Dans le 3e paragraphe, vous dites que vous avez proposé votre aide et que votre proposition est restée sans réponse. Le confinement a eu lieu le 17 mars au matin. Le mail que vous m'avez envoyé pour faire vos propositions d'aide date du 7 mai, soit 4 jours avant le déconfinement et pratiquement 1 mois et demi, presque 2 mois après le début de celui-ci. Vous imaginez bien que le travail était déjà fait et que donc votre aide nous était à ce moment-là tout à fait inutile. Il aurait mieux valu faire le 18 mars au matin. Peut-être auriez-vous été à ce moment-là associé. Une deuxième chose, vous dites qu'il m'appartient à moi d'avoir des conseils, de faire que les conseils soient un peu moins conflictuels. Non, il vous appartient à vous de vous comporter correctement et de ne pas chercher à aller au clash. J'aurais pu effectivement revoir notre position, nous aurions pu revoir notre position, puisque c'est la position complète du conseil. Vous auriez aussi pu faire une question plus courte en nous disant est-ce qu'on pourra participer aux commissions, et la réponse aurait été celle-ci. Voilà. Alors, monsieur le maire, permettez-moi d'intervenir. Alors, c'est pareil, vous êtes une nouvelle, sachez que les questions comme ça en fin de conseil n'engagent pas de débat. C'est-à-dire que vous posez une question et j'y réponds. Simplement, on n'est pas des élèves dans une salle de classe. Voilà. Il n'y a pas de débat sur donc, si vous voulez qu'il soit moins conflictuel, veuillez respecter le respect de chacun dans ce lieu, une institution publique. J'ai des informations à vous passer. La première, je voudrais vraiment remercier très chaleureusement l'ensemble des services, en particulier les gens qui sont derrière, qui ne sont pas tout seuls, parce que tous ne sont pas là ce soir. Remercier vraiment au nom de l'ensemble des conseils municipaux qui nous
le monde l'a vu, pendant ce confinement et pendant cette crise sanitaire, tous nos cadres, et au-delà de nos cadres, un certain nombre de personnels ont répondu présent véritablement, parfois j'allais dire, en formule au péril de leur vie, mais oui, à une époque, à un moment, on ne savait pas s'il était dangereux ou pas d'avoir des contacts, pour maintenir l'accueil des enfants, des personnels soignants, de continuer à faire tourner la baraque en mairie, parce que voilà, il y avait des documents, etc. Et je souhaiterais vivement que l'on applaudisse l'ensemble de nos personnels qui ont su se rendre disponibles et efficaces pendant cette période. Merci à tous. Et puis pour terminer par une petite parenthèse, c'était ce soir le dernier conseil municipal de M. Mignon, mon directeur du cabinet, qui va prendre une retraite. Voilà, la séance est levée, merci beaucoup. Alors, on avait fait le conseil dans cette configuration-là, c'était un essai. Bon, c'est pas parfait. On verra si les mesures de distanciation sont maintenues ou si pendant les conseils, on peut essayer de revenir à un dispositif un peu plus facile d'accès, en particulier pour le public, et revenir dans notre salle du conseil. Peut-être en changeant la disposition, mais en tout cas, si on peut faire le prochain conseil dedans, ce sera avec grand plaisir, on retiendra bien évidemment au cours. Voilà, merci beaucoup, bonne soirée.